Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Heurtebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons aujourd'hui revenir sur un événement géopolitique d'ampleur qui s'est produit aux États-Unis, mais qui concerne au premier chef notre région, à savoir la région Asie. Et cet événement concerne la réunion à Camp David aux États-Unis des trois présidents des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Ce nouveau sommet de Camp David qui regroupe à plus du président des États-Unis les deux grandes puissances de l'Asie, du nord de l'Asie, à savoir le Japon et la Corée du Sud, se situe dans le prolongement des discussions, des débats qui ont été assez fréquents et dont on s'est fait l'écho ici, à savoir la perspective d'un OTAN de l'Extrême-Orient, la perspective d'un OTAN du Pacifique. Cette rencontre est historique et importante à divers égards. Et on va revenir ici sur celle-ci, on va l'analyser, on va voir un peu les déclarations et surtout les accords qui ont émergé de cette rencontre, qui est une rencontre pas simplement de façade, mais on va le voir qui a débouché sur toute une série extrêmement concrète de décisions, d'actions et de participation collective. Alors déjà, on peut aussi souligner la symbolique de Camp David. Pourquoi la symbolique de Camp David ? Parce que tout le monde sait, tout le monde se rappelle peut-être, les accords de Camp David du 17 septembre 1978, qui avaient été signés par le président égyptien Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Menachem Begin, sous la médiation du président des États-Unis d'alors, Jimmy Carter. Et ces accords avaient jeté les bases d'une nouvelle paix possible au Proche-Orient. Et ça avait été un accord extrêmement structurel, extrêmement important pour régler les conflits entre Israël et les pays arabes de la région. Alors, il n'y a pas tout à fait de rapport, évidemment, entre les deux, si ce n'est que, malgré tout, on se retrouve ici, à Camp David, en 2023, face à deux pays qui ont un différent historique aussi extrêmement fort, un différent historique et colonial extrêmement fort. On se rappelle que le Japon a colonisé la Corée du Sud entre 1910 et 1945, que cet épisode de colonisation a été parfois extrêmement violent, et notamment que s'est posé pendant longtemps au premier chef la question de ce qu'on appelle les femmes de confort, les 100 à 200 000 femmes qui ont été utilisées comme esclaves sexuels par l'armée japonaise. Et ça a été un point, et c'est encore un point d'échappement entre les deux pays, malgré les différents accords, malgré les différents dédommagements financiers que le Japon a consacrés pour résoudre cette question, mais qui avait été réouverte de façon un peu polémique et partisane par l'ancien président de la Corée du Sud, l'ancien président de la Corée du Sud, Moon. Alors, depuis la nouvelle présidence de Yoon, on a une approche tout à fait différente. Et finalement, ce sommet trilatéral de Camp David, dans lequel le président Biden a souhaité la bienvenue, a accueilli à la fois le Premier ministre japonais Kishida et donc le président de la République de Corée du Sud, le président Yoon, est historique parce que c'est le premier meeting, la première réunion de dirigeants étrangers à Camp David depuis extrêmement longtemps. Et même s'il est difficile de savoir si ce sommet de Camp David sera aussi historique que celui de 1978, en tout cas, on est sur un sommet qui met en rencontre et qui met en scène une sorte d'apaisement historique, culturel, entre deux pays qui ont été en tension pendant longtemps, pendant extrêmement longtemps, en fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
Finalement, cette rencontre entre la Corée du Sud et le Japon n'est pas si extraordinaire, elle est même logique, elle aurait dû avoir lieu depuis longtemps, et c'est vrai que c'est tout ce passif colonial, tout ce passif historique de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui remonte maintenant à plus de 70 ans, à plus de 80 ans, qui empêchait toujours une réunion entre les deux pays qui finalement ont au moins un ennemi commun, à savoir la Corée du Nord, qui menace les deux pays de façon régulière, à la fois par des menaces balistiques et même par des menaces voilées au niveau nucléaire. Et donc finalement cette rencontre est logique, mais en réalité le rapport au Japon est aussi un clivage d'ordre politique interne en Corée du Sud entre les deux partis rouge et bleu, entre le parti démocrate et le parti national, le parti conservateur. Et c'est donc quelque chose qui peut être usé à des fins politiciennes. Et lorsque c'est le cas, finalement, c'est la Chine qui est la grande gagnante. Alors, est-ce qu'il faut simplement se réjouir de cet accord de Camp David, de ces différents accords qui sont pris à Camp David et cette réunion, de ce finalement succès diplomatique de Biden, sans doute le plus grand succès de l'ère Biden, cette réunion trilatérale entre les principaux dirigeants du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis. Est-ce qu'il faut s'en réjouir simplement parce que cela démontre finalement la puissance diplomatique encore existante des États-Unis, un pays qui donc serait en déclin selon la Chine? Est-ce que c'est simplement une manifestation nouvelle de l'impérialisme américain? Plutôt, en fait, il faudrait voir là, surtout ce qui se prête le plus à réjouir, c'est pas simplement que ça fait un pion de plus, une puissance de plus, un atout de plus dans la lutte des États-Unis contre la Chine. Surtout, ce qui est à valoriser là-dedans, c'est justement que c'est un rencontre, un sommet qui permet de dépasser le ressentiment historique. Et aujourd'hui, on est dans une ère de ressentiment historique de presque tous les pays ou même des individus les uns contre les autres, des groupes sociaux les uns contre les autres. Et ici, cette capacité à finalement remettre le passé dans le passé, ne pas toujours faire du passé une chose présente, mais à le resituer dans son passé et à le limiter par le bordure de ce qui a été, sans le projeter toujours comme une question, comme un débat à l'intérieur de ce qui est. C'est quelque chose d'assez important et d'assez remarquable à un jour, à une époque, encore une fois, où le ressentiment historique fait que chaque pays se croit en droit d'envahir les autres ou de vouloir les envahir à cause de prétentions historiques qui remontent à 70 ans, 100 ans ou plus encore. Et donc c'est là finalement le plus grand succès du point de vue de l'ordre international global. C'est pas simplement parce que là on a évidemment le renforcement d'un contre-pouvoir au sein même de l'Asie par rapport à l'émergence de la Chine, mais surtout cette capacité à dépasser le ressentiment historique, c'est véritablement quelque chose qui est fondateur de paix. Ça a été fondateur de paix en Europe et espérons que ce soit aussi fondateur de paix en Asie. Mais pour cela, il faudrait que le principal pays qui soit encore le plus motivé par le ressentiment historique, à savoir la Chine, arrive aussi à dépasser son ressentiment historique, notamment vis-à-vis de Taïwan ou vis-à-vis, en fait, finalement, de tous les pays riverains de la mer de Chine du Sud, selon lesquels la Chine est finalement en droit de réclamer une partie de leur territoire maritime. Alors, si on regarde maintenant ce que a évoqué la Maison-Blanche, dans son fact sheet, on voit qu'en fait, ce sommet est lié à un très grand nombre d'accords. Des accords déjà sur le fait que ce sommet se répétera année après année, ce sommet trilatéral, il se répétera au niveau présidentiel et aussi au niveau du ministre des Affaires étrangères. Il va donner lieu aussi à des exercices de défense qui seront aussi annuels. Il va aussi donner lieu à un groupe qui est lié à la lutte contre l'attaque cyber de la Corée du Nord, contre
pour la diffusion des informations, etc. Et ce qui est remarquable quand on regarde le fact sheet de la Maison-Blanche, c'est que du site de la Maison-Blanche, c'est qu'en fait, ici, la Chine n'est pas du tout citée. La Chine est citée dans ce qu'on appelle le statement, dans la déclaration finale, où effectivement, les trois pays déclarent que leur but principal, c'est de conserver un Indo-Pacifique libre et ouvert et d'exprimer leurs préoccupations par rapport aux visées hégémoniques de la Chine dans la région. Mais en réalité, ce sommet concerne d'abord aussi les 3 pays. Et c'est un sommet qui sans doute fera date et qui par là s'imposera même sans doute aux dirigeants suivants des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.